Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Datapéro. Aujourd'hui, nous allons parler de pilotage d'activité et comment identifier les bonnes données et surtout comment les croiser, enfin en gros comment servir les métiers de l'entreprise. Et aujourd'hui, j'ai deux invités pour pouvoir en parler. Donc Pierre qui se présentera et Didier également qui se présenteront tous les deux juste après. Pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet aujourd'hui? Parce qu'avec l'avènement de ChatGPT, avec tous les usages dont on entend parler en ce moment, on a tendance à oublier qu'il y a des données qui sont à travailler derrière. On a tendance à oublier qu'il y a des outils qui permettent déjà d'exploiter ces données, de les manipuler au quotidien dans les différents métiers de l'entreprise. Et j'ai même entendu, pour anecdote, il y a quelques jours, un chef d'entreprise qui m'a dit mais pourquoi mettre en place des outils pour visualiser les données, pour les manipuler, pour les exploiter, sachant qu'aujourd'hui ChatGPT me permet tout de suite, en posant une question, d'avoir la réponse à ma question sur de l'analyse des données. C'est presque vrai, mais pas tout à fait. Et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Et donc, nos comparses du jour vont pouvoir creuser ce sujet. Et donc, Didier va pouvoir également nous expliquer ce qu'il fait chez Logitrade, qui est l'entreprise avec laquelle on travaille. Et Pierre, qui est consultant data chez Datasulting, va pouvoir expliquer également quel est son métier et en quoi l'intérêt de structurer les données et de les exploiter, en quoi ça peut servir les différents métiers de l'entreprise. Petit plus aujourd'hui dans cet épisode, alors je vais manquer d'outils, mais vous verrez sur le prochain épisode. J'ai quelques questions que je vais poser à mes invités. La prochaine fois, on aura peut-être des ardoises, on aura peut-être des cartons rouges, cartons jaunes. Là, on n'avait pas les ustensiles aujourd'hui. Mais voilà, on commence à faire évoluer le format. Et donc, je vous invite à démarrer tout de suite cette session. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Oui, nous sommes prêts. Top. Je vais commencer par Didier, qui est notre invité. Je t'invite à te présenter, nous expliquer qui est Logitrade et puis toi, d'où tu viens. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Didier Morer, je suis DSI chez Logitrade depuis quelques mois maintenant. C'est assez récent. Précédemment, j'ai fait beaucoup d'informatique un peu partout dans le monde. J'ai été DSI dans des boîtes françaises. J'ai travaillé à Singapour, en Indonésie, à Jakarta. En tant que consultant indépendant, mais également en tant que DSI. Et j'ai démarré dans l'informatique à partir de rien, sans diplôme, et j'ai fait des cours du soir. Enfin bon, voilà, j'ai évolué, et donc je connais à peu près tous les métiers de l'informatique, pas forcément dans le détail, mais notamment sur de la data. J'ai fait quelques projets de mise en œuvre. Logitrade, c'est une société française qui a plus de 30 ans, qui est une centrale d'achat, qui travaillent pour de grands groupes en général, qui externalisent leurs achats en fait à des sociétés comme les nôtres pour des achats non stratégiques. Notamment, ça peut être des moteurs, ça peut être jusqu'au stylo, mais c'est à nous de trouver les fournisseurs pour ces sociétés-là. Donc on a un panel de 80 000 fournisseurs dans nos bases de données avec lesquels on travaille régulièrement, qu'on va le challenger, et on est plutôt un service premium. Originaire de ce qu'on appelle l'OTV, le One Time Vendor. Donc on va gérer un fournisseur pour un besoin très spécifique pour nos clients. Et on se démocratise aujourd'hui pour aller vers des clients catalogues, c'est-à-dire des clients plutôt récurrents. Enfin, avec des fournisseurs plutôt récurrents. Voilà, grosso modo. Donc a priori, chez Logitrade, la donnée est plutôt un élément très important. Ce sont des données extrêmement importantes pour nous, notamment pour tout ce qui est analyse dashboard, mais aussi on essaie de faire du prédictif sur les fournisseurs récurrents, sur les articles qui viennent. On peut avoir des clients par exemple qui ont des moteurs à remplacer, donc on a une durée de vie des moteurs, donc on se prépare à les remplacer avant qu'ils tombent en panne, donc on peut être extrêmement performant à ce niveau-là, puisqu'on est une société qui est plutôt dans le domaine premium de l'achat. Il y a d'autres sociétés qui sont dans ce même type de fonctionnement-là, mais qui sont dans la rapidité, mais pas forcément dans la qualité. Donc nous, on est plutôt dans la qualité, et aujourd'hui, grâce à la data, l'objectif, c'est d'aller aussi dans la rapidité. Ok, super. Petite question peut-être pour remettre un peu de contexte. Toi, comment tu évalues la maturité data du groupe Logitrade quand tu arrives chez Logitrade? Petit état des lieux. Alors, j'ai été plutôt surpris de cette société-là quand j'y suis arrivé. Notamment, alors c'était pas le côté data qui m'a surpris le plus, c'est plutôt le côté sécurité, puisqu'on travaille avec de grands groupes qui parfois sont dans la défense, et donc en tant que fournisseur de ces grands groupes-là, on se doit d'avoir le même niveau de sécurité dans nos process et dans nos data centers
aussi. Et c'est à ce niveau-là que j'ai été vraiment surpris de la maturité. Au niveau data, on a beaucoup de choses, mais pas forcément qui ont été structurées de la bonne manière. Ok. On a des équipes très impliquées, mais qui n'ont pas forcément les formations adéquates pour mettre en place des outils data. Ok, très bien. Bon, bah, je te remercie, on creusera un peu tout ça par bien. la suite. Pierre, est-ce que tu peux te présenter et puis expliquer quel est ton rôle chez Datasulting? Ok. Donc moi c'est Pierre Bouet, je suis manager data et chef de projet data chez Datasulting depuis, là j'arrive sur mes 5 ans. On va bientôt fêter ça en octobre. Qu'est-ce que je fais chez Datasulting? En fait, moi, j'ai une casquette un peu multifactorielle. Je veux accompagner tous mes clients du début à la fin. C'est un peu la philosophie déjà de Datasulting, mais aussi de la mienne, qui est d'avoir un seul interlocuteur du début à la fin d'un projet. Donc, ce qui fait que je suis passé par toutes les étapes, que ce soit la création d'un data warehouse, donc un entrepôt de données. Je pense qu'on viendra un peu plus dans le détail sur ce que c'est. Donc vraiment une partie très très technique, mais aussi toutes les phases de découverte des besoins, la phase de gestion de projet pur et dur. Donc j'ai vraiment une multicasquette vraiment sur tout un projet data. J'ai pas autant d'expérience sur l'informatique, par contre je commence à avoir pas mal d'expérience sur tous les métiers de la data. Et voilà, donc j'ai vraiment une vision un peu globale sur comment fonctionne la data et comment devrait idéalement fonctionner la data, même si on sait très bien que dans la réalité, il y a toujours... Donc tu es un consultant tout-terrain. Exactement. Je fais et je gère des projets, voilà. Mais je réalise quand même, j'ai une grosse appétence quand même pour la réalisation, pour faire les choses. Je trouve que c'est important de garder toujours le contact avec le terrain et avec la réalisation pure et dure, pour justement mieux gérer des projets, mieux servir en fait des clients, tout simplement. Super, merci Pierre. Donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai un premier sujet à aborder avec vous. C'est comment on peut exploiter au mieux ces données. Alors, moi j'aimerais partir avec toi sur cette première question, Didier. C'est que tu m'expliques quel était ton point de départ. Pourquoi tu t'es dit, tiens, chez Logitrad, il faut qu'on reprenne un peu ce travail sur la donnée. C'était quoi les motivations? C'était quoi les difficultés éventuelles que tu as rencontrées en arrivant? Alors, il y en a eu plusieurs. On avait, lors de mon arrivée, un certain nombre de choses qui avaient déjà été réalisées. Donc, je me suis dit, ah super, on a une BI, donc Business Intelligence, on a une BI. En fait, c'était simplement des tableaux de bord basés sur des données un peu réparties un peu partout, avec des connexions directement en base de production, sans rationalisation des données. Voilà, on avait de la BI, mais ce n'était pas réellement de la BI, premièrement. Et deuxièmement, on avait... alors j'ai de la chance d'avoir des équipes extrêmement impliquées, extrêmement volontaires, mais pas forcément avec les compétences data d'un métier. C'est un métier, comme l'infra, le développement. La data est aussi un métier. Et on n'avait pas forcément les personnes qui étaient spécialistes dans le sujet. On avait une personne sur le sujet, mais qui était plutôt data scientist, donc la récupération des données pour injecter dans une autre base de données, on va dire, pour faire simple. Mais on n'avait pas en fait cette personne qui était là pour organiser la donnée, pour rationaliser. Il n'était pas orienté métier, donc structurer. Ils n'étaient pas du tout orientés métier, ouais. Et nos métiers n'étaient pas forcément, c'est beaucoup plus le cas aujourd'hui, mais n'étaient pas forcément au fait d'un besoin d'organisation de la donnée pour avancer. Ça, c'était le deuxième point. Ok, très bien. Pierre, pour rebondir là-dessus, moi je voulais te demander, toi, qu'est-ce que tu observes sur le terrain quand on te dit, voilà, moi j'entends plein de chefs d'entreprise qui disent, ok, mieux exploiter la donnée, ça veut dire quoi concrètement, en quoi ça va générer de la performance dans ma boîte? Toi, qu'est-ce que tu observes quand tu arrives dans les structures, généralement, sur cette thématique-là? J'observe exactement ce que Didier a dit, c'est-à-dire des connexions directement en base. S'il y a des connexions en base, c'est déjà ça, parce que c'est déjà une première étape de pouvoir se connecter sur les sources de données qui sont utilisées. Concrètement, ça veut dire quoi? Parce que peut-être que j'en ai qui ne savent pas ce que c'est se connecter en base ou une source de données. De quoi tu parles concrètement? Concrètement, de quoi je parle, c'est vous avez un logiciel de caisse dans une trentaine de magasins. Forcément, ce logiciel de caisse, ça génère de la donnée, donc il faut des bases de données. Il faut voir ça un peu comme un gros Excel. Si je barbarise vraiment le terme, c'est un gros Excel, et le but, c'est de se connecter à ces 30 Excel qui sont répartis un peu partout en France pour justement mettre en place un outil qui permet de justement consolider tous ces Excel pour après faire de la data visualisation, donc juste faire
au premier niveau des camemberts, des courbes, des diagrammes en barre, etc. Plein de choses comme ça qui permettent en fait de voir la donnée différemment. C'est un peu ça l'objectif de la BI, c'est que si je vous donne des Excel, une trentaine d'Excel encore une fois, qui ont des millions de lignes, et si je vous demande quel est le plus gros client, quel est le client qui génère le plus de chiffres, c'est compliqué à faire à la main. 30 millions, va falloir scroller longtemps. Et justement, la BI, ça permet justement de gagner du temps, de mettre en avant certaines informations qui sont factuellement et mathématiquement impossibles à voir autrement qu'avec un outil. Si c'est juste pour recréer l'outil opérationnel, ça sert à rien. C'est pas ça le but de la BI. Le but de la BI, c'est vraiment consolider toutes les données, les rassembler dans un seul et même endroit, les croiser ces données de stock et ces données de caisse pour savoir justement quand est-ce qu'on va manquer de stock, ce genre de choses. Ça, c'est de la BI. C'est pas juste recréer un outil opérationnel pour juste voir. Oui, donc si je dois faire la nuance entre deux univers, donc c'est ce qu'expliquait Didier, c'est-à-dire qu'on arrive et en fait chacun, et on parle dans l'entreprise, on dit souvent qu'il y a des silos, c'est-à-dire chaque métier a son logiciel, on parle de Sage d'un côté, on parle de son CRM de l'autre, etc. Si je suis au marketing, au commerce, à la logistique, etc. Tout le monde a son univers, et donc avec ces données qui sont travaillées au quotidien, et celles-ci remontent. Alors, des fois, on a des Excel qui permettent de faire des analyses et des statistiques. Des fois, on a des outils de data viz, donc Power BI, Tableau, etc. Enfin, il y en a plein sur le marché. Et puis, il y a aussi ceux qui disent, ben voilà, mon outil fait tout. Il est aussi capable de me restituer des chiffres et des datas. Par contre, ce que ça ne fait pas quand on est en silo, c'est-à-dire demain, j'ai ma direction générale qui dit, mais moi, je veux voir la marge quand je vends ces solutions. Donc, il va falloir croiser ces données. Et c'est là où le travail du pauvre directeur financier ou de ceux qui doivent s'occuper de recouper toutes ces données, ils récupèrent les sources, les fichiers Excel, ou alors ils doivent s'occuper de demander aux différents métiers de renvoyer un certain nombre d'informations pour réconcilier tout ça. Et c'est ça toute la difficulté, d'où l'intérêt, tout à l'heure tu parlais de BI, d'entrepôt de données, voilà, de réfléchir dans comment je fais pour faciliter le croisement de ces données. Il y a des outils qui permettent de croiser à bas niveau en se connectant justement directement aux sources. Et en fait, il y a plusieurs étapes. Soit on se connecte directement aux sources, ça c'est un peu le niveau 1, c'est là où vous étiez. Et après, tu as différents niveaux après où... Mais on va y revenir, on va redévelopper un petit peu ces différents sujets pour ne pas rentrer dans les basses couches tout de suite. Donc, du coup, bon, j'ai compris les observations, vous avez à peu près le même constat. Hein, quand vous arrivez, bon, bah, chacun fait un petit peu sa tambouille dans son coin, quelque part, hein, si je dois résumer. Revenons sur le sujet de la BI, parce que c'est encore un sujet qui est abstrait. On parle de pilotage. Si vous deviez donner, vous, une définition, et à la limite, j'avais prévu de te poser la question à toi, Pierre, mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir la définition de Didier. Toi, pour toi, c'est quoi la BI, concrètement ? C'est une excellente question. Si je te piège, tu me dis, hein, sinon je repasse. C'est un piège. La BI, c'est un... Ça doit partir par le métier, dans tous les cas. Ouais. Faut pas réfléchir outil, clairement pas. Ça doit partir par le métier et ça permet de consolider, comme tu disais clairement, de consolider des informations de sources différentes, hétérogènes, dans lesquelles on va pouvoir les mettre dans un format lisible pour l'humain. Parce que parfois dans les bases sources, on peut avoir des données brutes, on va dire. On va les mettre, on va les humaniser. Et derrière, on va pouvoir croiser ces données-là, soit pour faire du prédictif, ou déjà du qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans nos bases de données, mais également pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut optimiser dans nos systèmes et dans nos process. Je peux donner un exemple par exemple, on n'en a pas parlé, tu parlais de logiciel de caisse. Par exemple, dans la supply, on va avoir des outils qui sont... Supply, donc logistique. Pardon, dans la partie logistique, carton rouge. C'est jaune encore. Ça. C'est jaune encore, d'accord. On va pouvoir avoir des données qui sont vraiment orientées logistique, dans des outils qui sont spécialisés pour ces sujets-là. On va avoir des données de finance, on va avoir des données, par exemple un CRM lié sur lequel va se connecter le client. Derrière, on va pouvoir récupérer des données de toutes ces sources-là et de voir où sont les trous de performance. La performance, par exemple, des temps de livraison, la performance de nos temps de traitement. Pour pouvoir... Aujourd'hui, on a des clients, par exemple, qui nous demandent plus que de la qualité, mais aussi de la rapidité. Donc, livrer un devis ou commander une pièce dans l'heure, on ne peut pas avoir un traitement qui se fait à la main, entre récupérer des données dans une base, les consolider à la main dans des fichiers Excel dans lesquels on va scroller. Désolé, j'ai pas le mot français en tête. On peut pas faire ça. Donc on a besoin d'automatiser des choses pour avoir des données
les plus fraîches possibles dans un outil dans lequel on va consolider des données. Ouais, ok, très clair. Pierre, quels sont les compléments que tu apporterais ou quels sont les éléments Moi, je me pose la question, je me mets à la place d'une entreprise qui hésite. Il se dit, bon voilà, moi j'ai un actif, j'ai des choses en place. Est-ce que je vais dans la BI ou pas? Donc dans cet univers-là, c'est quoi toi tes éléments tangibles que tu apporterais Moi, j'aime beaucoup l'expression humaniser, parce que pour moi, c'est vraiment ça, c'est humaniser l'informatique. Ce n'est jamais un problème d'outil. La data, ça ne sera jamais, et j'insiste, ça ne sera jamais un problème d'outil. Il n'y a pas de problème avec les outils. Il faut toujours partir du métier. On est totalement d'accord là-dessus. La chose qui est importante, c'est aussi de revenir sur la définition pure qui est business intelligence. Donc, ça veut dire littéralement sortir de l'intelligence de tous les process business. Qu'est-ce que c'est l'intelligence? C'est justement des indicateurs, des façons de penser, des façons de montrer la donnée différente. L'objectif, c'est quoi? C'est ça aussi, c'est toujours ça qui est important en fait dans la data et dans la BI. L'objectif, c'est toujours de prendre des décisions. C'est le seul objectif de la BI. Je suis un peu méchant en disant ça parce qu'il y a plein d'autres objectifs, mais réellement, l'objectif premier de la BI, c'est prendre des décisions pour mieux travailler ou arrêter de perdre de l'argent ou en générer ou identifier des nouvelles pistes, des nouvelles zones de chalandise ou autres. C'est vraiment ça le but de la BI, c'est des décisions. Et parce que du coup, alors moi je vais te prendre le contre. Moi j'ai un CRM qui est HubSpot. Hein. Oui. J'ai des outils de reporting intégrés à mon CRM. J'ai pas besoin de faire de la BI puisque j'ai déjà des éléments qui me permettent de prendre des décisions. J'ai le taux de transfo de mes transactions. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est qu'une fois que ça sort de HubSpot et que ça doit aller en facturation. Je ne sais pas les clients qui mettent plus de temps à payer quand c'est parti à la facture. Je ne sais pas quels sont les projets qui génèrent de la marge ou pas parce que c'est pas connecté à ma gestion projet. Donc ça, c'est ça qui m'intéresse. C'est de dire, tiens, j'ai une vision un peu plus profonde, c'est pas juste le truc bête et méchant. Et ça, je le dis aux directeurs commerciaux qui disent, bah moi j'ai mon chiffre d'affaires, ça me suffit. Bah non, si c'est du chiffre d'affaires qui génère pas de la marge, en fait, ça c'est pas intéressant. Et c'est là où c'est intéressant de capter de la donnée, de la croiser pour avoir une lecture plus profonde. Après, chaque entreprise a son niveau d'usage de ces indicateurs et chaque entreprise doit définir les indicateurs qui lui sont essentiels pour être plus performante. Et je pense que c'est ça le nœud, c'est-à-dire comment les métiers peuvent parler entre eux et qu'à un moment, il y a des consensus sur certains indicateurs qui sont vraiment essentiels pour améliorer la performance des activités de la boîte. Il y a un aspect rationalisation des coûts aussi. Par exemple, si on prend ton exemple d'HubSpot, mais ça marche sur Salesforce, ça marche sur tous, tu peux, factuellement et informatiquement, tu peux intégrer la donnée de la comptabilité. Tu peux. Ça va juste prendre énormément de temps, énormément d'argent, parce que forcément, c'est des systèmes qui se connaissent pas, et donc forcément, faire communiquer tous ces systèmes, et t'en rajoutes un troisième, admettons, je sais pas, le stock, ou peu importe, bah c'est pareil, tu peux le faire, c'est faisable. Techniquement, c'est faisable. Et encore une fois, j'insiste, ça sera jamais un problème technique. Le truc, c'est que c'est un problème de temps. C'est que là, c'est un outil opérationnel, tu as deux outils opérationnels, tu peux les fusionner. C'est faisable. C'est juste, ça prend des années, en fait. Et on reviendra après, parce que j'ai une question sur l'ERP, parce que souvent, voilà, il y a des boîtes qui ont un ERP, et puis des petits fichiers Excel qui sont en satellite autour de tout ça, avec chacun vient importer. Et donc, du coup, la question de se dire, pourquoi je mettrais en place un entrepôt de données, pourquoi je mettrais en place une BI externe à l'ERP. Mais ça, j'y reviendrai après, parce que j'ai un exemple juste très concret par rapport à ça. Ça peut arriver qu'on ait plusieurs ERP ou plusieurs CRM, notamment quand on rachète une entreprise, et ça arrive hyper souvent, où tu te retrouves avec des doublons de littéralement tous tes systèmes. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai eu le cas. Voilà. Oui, j'ai eu le cas plusieurs fois. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure concernant le temps que ça met et l'argent. Je suis entièrement d'accord avec ça. On sous-estime souvent l'architecture sous-jacente avec tous les flux qu'il faut mettre en place entre les différents outils. Et notamment en termes d'intégration de données. Donc il y a des outils, on les a cités tout à l'heure, des CRM, qui permettent d'intégrer de la donnée, mais en fait c'est toute l'architecture qu'il faut monter derrière, qui est moins énergivore, on va dire, si on travaille sur un outil de BI, on va dire. Ouais. Oui, parce que du coup, c'est pensé pour optimiser la consommation de la donnée en fonction des usages métiers, plus que de dire on va tout stocker à un endroit, et du coup, qui peut nécessiter... En fait, on va devoir s'adapter à chaque outil métier, avec les interfaces et les API, je ne rentre pas dans le détail technique, mais on va devoir gérer chaque outil avec son format spécifique d'intégration. Alors ça se fait plus simplement aujourd'hui avec les outils plus modernes, mais si on parle de BI par exemple, on va intégrer la donnée d'une seule manière, et derrière, c'est toutes les règles métiers qu'on va pouvoir intégrer à l'intérieur pour avoir une vérité unique.
d'entreprise et pas simplement la vérité du CRM, la vérité du système de finance. Je peux donner un autre exemple, mais là je pars peut-être trop loin je réponds peut-être à la question de tout à l'heure. C'est sur la partie ERP. On demande c'est quoi une structure ou un client, une structure, une entité dans l'ERP. Le contrôleur de gestion, il va dire oui, mais c'est une structure juridique avec un SIRET, etc. Je demande ça au commercial, il va pas du tout dire la même chose. Il va dire c'est l'entreprise, je sais pas, Siemens, qui a telle et telle entité à l'intérieur, tel et tel domaine sous-jacent. Mon contact, c'est le commercial XY. Et déjà, ils vont pas se comprendre. Complètement. Et c'est là où c'est intéressant justement de travailler sur les indicateurs clés et qui est un référentiel commun en fait. C'est qu'on est un dictionnaire, enfin on parle souvent de dictionnaire de données. Absolument. Qui a un référentiel unique et qu'on parle des mêmes indicateurs tous ensemble en fait. Oui. Ouais. Alors du coup je vais enchaîner. Et là justement je voulais parler du croisement des données pour créer de la valeur. J'ai une petite question que je voulais vous poser, mais c'est vraiment une question en clin d'œil. On a, alors peut-être Didier, toi tu le connais pas, mais chaque année on fait une enquête avec l'Observatoire de la maturité data des entreprises. Et en 2024, comme chaque année, on posait la question de est-ce que vous croisez vos données justement dans l'entreprise? Est-ce que vous avez mis en place un outil pour permettre de croiser plus facilement ces données? Je voulais juste vous demander, vous, combien vous pensez d'entreprises, alors nous on cible dans ce questionnaire, c'est plutôt des PME, d'après vous, qu'est-ce que les entreprises qui ont répondu, donc on a eu à peu près 300 répondants, ont répondu, alors il y en a moins de 1 sur 2 qui fait ce croisement de données, il y en a environ 2 sur 3 ou près de 90%. Donc la A, moins de 1 sur 2, la B, environ 2 sur 3, et la C, près de 90%, croisent leurs données. Moi je répondrais la A. Moi, je répondrais moins de 1 sur 2. Ouais, oui, nettement. Alors, c'est moins de 1 sur 2, oui, effectivement. Oui. Alors, il y en a 45%. Je pense que dans les répondants, il y en a aussi qui doivent se dire, bah voilà, dans mon ERP, je peux croiser des données, donc tout dépend de la typologie de répondant. Mais effectivement, il y a encore pas mal de travail à faire sur ce croisement des données, parce que c'est des sujets. Alors, selon les entreprises, on n'a pas forcément tous le même besoin de profondeur, mais c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on arrive souvent dans des entreprises qui ne voient pas l'intérêt de centraliser et de croiser les données et qui disent on fera ça quand on en aura besoin, et donc ces échanges de fichiers, des croisements, parce que voilà, soit on est trop petit pour pouvoir le faire, soit finalement c'est trop d'investissement en argent, en temps, en compétences pour y passer. Ça vous choque ou ça vous étonne pas du tout? Ça me choque absolument pas. Non, absolument pas. Pour travailler pour des groupes un peu plus grands, de 5 à 10 000 salariés, même dans ces sociétés-là, on va avoir un ou plusieurs projets de BI. Ça dépend si les entreprises sont plutôt silotées ou non. Ouais. Mais même à ce niveau-là, on va avoir des données qui sont croisées, mais l'entièreté du système n'est pas pris en compte. Donc on va pouvoir faire des croisements entre 2-3 systèmes maximum, mais on va avoir ces entreprises-là, ils ont des dizaines d'applications, des dizaines, voire des centaines d'applications qui ne sont pas interconnectées, et souvent des applications qui font les mêmes choses aussi. Ouais. J'ai une question là, peut-être pour revenir sur du tangible, comme on est dans ces sujets de croisement de données. Est-ce que vous avez un exemple ou plusieurs à partager qui permettent à l'audience de comprendre l'intérêt de croisement de données, de voir l'impact concret que ça peut avoir dans la prise de décision dans l'entreprise? Moi j'ai un exemple de lundi. Lundi, j'ai eu un exemple, je ne peux pas faire plus récent et plus concret. En gros, ce que j'ai réalisé, c'était un tableau de bord pour un client pour comparer le prix des articles négociés avec le prix réellement facturé. Parce qu'on sait très bien que en gros, c'est une centrale d'achat, c'est un peu le même fonctionnement que Logitrad, une centrale d'achat pour plein de restaurateurs. En fait, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait vraiment des grosses différences entre le prix négocié, admettons le kilo de tomates à 2 €, par exemple, et en fait, on se rendait compte que quand il était facturé réellement, quand le fournisseur facturait réellement au restaurateur, il le facturait 3 €. Et ça, c'est pas censé arriver. Parce que forcément, le prix négocié, c'est 2 €, le prix vendu, c'est 2 €, réellement facturé, c'est 3 €. Et en fait, on s'est rendu compte, la mission, elle coûtait, je crois, coûtait pas grand-chose en soi, c'était une dizaine de jours. On arrivait là, grâce à des calculs, on a à peu près économisé 240 000 € annuellement, ce qui, tout d'un coup, est beaucoup plus plaisant. Quand on a quelque chose de très factuel, on s'est rendu compte qu'il y avait 240 000 € de facturation excessive de la part des fournisseurs, ce qui fait que forcément quand tu vas négocier après derrière, tu dis écoute Coco, là tu m'as surfacturé sur tel produit, ton concurrent, parce qu'on a aussi mis ça en place, il est à tel prix,
aligne-toi ou sinon on va le voir. Et ça, c'est vraiment des outils. Là, pour le coup, on s'écarte un tout petit peu de la partie purement BI, top level macro, où on voit plein d'indicateurs. Là, on est vraiment sur le terrain. C'est des outils qui sont utilisés de BI par des commerciaux qui vont négocier avec les fournisseurs. Et là, sur le coup, c'est activé Oui, direct. là, on accompagne la performance, c'est-à-dire qu'on pilotage de la oui. performance. C'est pas, voilà, je sais qu'il y a très souvent cette imagerie de la data un peu nébuleuse, des grands chiffres pour les dirigeants. Non, alors oui, ça sert à ça aussi, mais ça sert aussi sur le terrain pour être juste plus efficace. Et je dirais même que c'est ça qui va plus parler au métier, parce que le côté faire du reporting pour répondre à des attentes de managers ou des big boss ou des choses comme ça, il y en a plein qui disent, bon, au final, on crée des chiffres, mais on ne sait pas trop à qui ça sert et comment ça sert. Par contre, quand on voit l'usage au quotidien dans son propre métier, les achats sont très concernés, les RH sont très concernés, enfin, dans la finance, enfin voilà, il y a beaucoup de métiers d'entreprise qui en fait ont un intérêt très direct dans leur pilotage fin du quotidien à exploiter ce type d'outils et de ce type d'organisation. Ouais. Et là où c'est très important, c'est que tout part aussi d'une intuition qui est creusée. C'est qu'il y avait des doutes sur... Okay, on a vu très souvent qu'il y avait des problèmes de facturation, ça serait bien d'enquêter là-dessus. Donc on a pris les personnes qui étaient responsables des partenaires, les personnes qui étaient responsables des stocks, on a croisé les données, en l'occurrence, donc c'était une donnée qui n'existait pas avant. En fait, la donnée A et B, elle existait. Par contre, la donnée C du croisement, elle n'existait pas. Et c'est ça qui, tout d'un coup, a éclairé, parce que derrière, on a travaillé avec les métiers. Et le besoin vient des métiers. Le besoin vient pas de... On a envie de faire ça pour rigoler. Ça marche pas comme ça. La BI, ça marche pas comme ça. Du coup, toi, Didier, chez Logitra, tu as un exemple d'indicateur là, qui est un peu sensible, super utile Alors, c'est pas un indicateur. D'accord. C'est le fait de pouvoir tracer le workflow de ce qui se passe en termes d'opérationnel et en termes de performance. On a plusieurs sujets sur lesquels on travaille beaucoup. On est une société qui est très orientée data. Et j'ai ma présidente qui souvent dit « speak with data ». Donc, parler avec la data. On n'est pas justement dans le nébuleux, on est une petite structure de 120 salariés. Il faut qu'on soit dans l'action, on a une culture dans l'action. Donc il faut que, quand il y a une idée, il faut la mettre en œuvre, il faut aller vite, etc. Et on a des demandes fortes de nos clients qui nous demandent de réduire les temps de traitement. Je vous passe une demande de prix, il faut qu'on trouve le fournisseur qui va bien, et toute la négociation, etc. qui va derrière. S'il est déjà dans le catalogue, tout va bien, mais jusqu'au moment où on lui fait une offre, ou alors que la commande est déjà passée chez le fournisseur, et quand est-ce qu'il sera livré pour hier. C'est ce qui commence à se faire vraiment, tandis qu'avant, il y a quelques années, c'était un service premium, on s'occupait, on bichonnait le client, etc. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Nos clients aujourd'hui sont aussi plus dans la performance. Donc aujourd'hui, par exemple, pour la data, on va suivre les données qui arrivent de nos outils de traitement logistique. On va traiter, on va croiser les données avec les présences de nos gestionnaires de flux. Donc la personne est présente, elle sait saisir des devis, des commandes, etc. Donc on en a combien qui sont là, présents. On va regarder le nombre de commandes qui arrivent, le nombre de factures par client, etc. ou par thématique. Et l'objectif, c'est d'affecter automatiquement, donc là, on est vraiment dans l'opérationnel, d'affecter, en fait, au mieux les personnes sur différents sujets et gérer les différents temps de traitement de chaque brique, on va dire, opérationnelle, pour les réduire au maximum, pour pouvoir répondre à toutes ces problématiques ou toutes ces demandes naissantes de nos clients qui nous demandent de réduire les temps de traitement. Très clair. Donc chez vous, il y a une vraie appétence dans tous les cas. Comme tu disais, la data, c'est un élément central. Et les métiers, ils ont bien conscience de l'intérêt pour eux d'aller chercher la bonne donnée pour répondre à des besoins de pilotage comme ça, de performance. Alors, c'est une conduite de changement qui est en cours. D'accord. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. Okay. Alors, c'est mon avis aujourd'hui. Alors, peut-être d'autres personnes dans l'entreprise diront autre chose. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. On est en train d'accompagner nos métiers pour... enfin, quand je dis on, c'est la direction et pas seulement l'IT, c'est aussi la direction et les managers. Accompagner les métiers pour... mais pourquoi on automatise des choses et pourquoi on souhaite les accompagner à devenir des experts, non pas de saisie de données, mais des experts dans l'accompagnement du client. Ouais. Et donc du coup, l'exploiter cette donnée pour être plus efficace, efficient. Tout à fait. Et ça devient vraiment une compétence en fait, la data, comme du RH, du commercial, de l'informatique ou autre. C'est un travail de tous les jours en fait. Il faut que toutes les équipes soient conscientes que
bah, y a un aspect, par exemple, commercial, c'est une compétence. La data, pour moi, c'est une compétence aussi. Mais justement, alors ça, c'est intéressant, et après, on basculera sur un autre sujet, mais alors, on est plusieurs à intervenir dans l'entreprise, dans les facs, et pour partager sur l'intérêt de la donnée, de l'IA, etc. Là, tout le monde dit on va être augmenté par l'IA, mais déjà, d'avoir cette culture data. Donc, quand on a un métier quel qu'il soit, d'avoir cette culture de attends, comment je fais pour m'améliorer? L'amélioration continue, c'est tout ce qui se mesure s'améliore. Donc, dans tous les cas, ça veut dire qu'il y a un moment, si on a cette compétence, quel que soit son job, on va être capable de se différencier parce qu'on va être capable de comprendre et d'analyser ses propres actions et d'apporter des évolutions qu'on peut mesurer. Et rien que ça, c'est un atout. Et c'est vrai que je vois les étudiants, ils ont, selon les métiers, hein, dans le marketing, enfin je vois souvent des marketing, commerce, voilà, ils voient l'outil CRM, ils voient des outils d'analytics de site web, mais après tout ce côté aller un peu plus loin, c'est souvent difficile parce que ça nécessite de la compétence. Il y a un certain nombre de choses, voilà, croiser les données, comment ça se passe, comment ça marche. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont intéressantes et on voit beaucoup de métiers d'ailleurs qui évoluent. Les contrôleurs de gestion qui sont très appétents à ça, oui, ils aiment bien aller dans cette direction et mieux comprendre la data, comment ça fonctionne. Mais je pense qu'un DSI, un DAF, un DRH, peu importe la direction, se doit d'avoir un set de compétences de plus en plus. Un peu comme un oignon où tu as la compétence informatique qui est vraiment le cœur, mais après autour il y a la data, autour il y a l'IA, après il y a de l'architecture. Enfin, après, on ne va pas être spécialiste de tout, mais après avoir cette culture, je ne dis pas d'être spécialiste, mais c'est important de l'avoir, comme un DSI doit avoir une culture un peu RH, de recrutement, de comment recruter. Enfin, c'est la même chose, c'est juste que c'est une nouvelle branche qui vient d'arriver, quoi. Du coup, pour passer sur la thématique d'après, on va commencer par une question, mais là, l'idée, c'est pour une entreprise qui souhaiterait se lancer sur ce pilotage, on va dire, évolué, type BI, par où il faudrait commencer. J'ai une question à vous poser. C'est quoi le tout premier réflexe à avoir quand on veut initier un projet data ou BI dans l'entreprise? La réponse A, choisir une solution technique performante. La réponse B, identifier un irritant ou un besoin métier concret, pardon. La réponse C, recruter un alternant data ou un data analyst qui fera le job. A ou C? Non, ce sera B. Oui, ça sera clairement B. Vous êtes sûr? C'est toujours mieux quand même de commencer petit et sur un petit irritant voilà, quand tu veux commencer à mettre en place de la structure de données. Ouais. Peu importe la structure, c'est toujours plus simple de commencer petit, ne serait-ce que pour voir comment la structure réagit. Parce que la structure, c'est quand même une grosse bébête qui peut des fois mal réagir ou justement accueillir à bras ouverts justement le changement. Ça n'est pas tout le temps le cas. Et donc justement faire un petit projet sur un irritant, au moins tu peux voir qui est acteur, qui est moteur, qui est frein, comment ça se comporte et comment l'entreprise se comporte vis-à-vis de ce changement. Du coup, là, alors, chez nous, on appelle ça, nous on fait souvent des projets commando, c'est justement comment c'est petit. Et tu peux nous expliquer un petit peu un exemple un exemple concret de comment c'est petit dans une entreprise avant de partir sur la BI, le data warehouse, l'entrepôt de données. Un exemple concret, alors moi c'est un peu ma spécialité en plus les commandos, donc c'est vraiment du tout en un. C'est en gros, on arrive chez un client, on repère un cas d'usage très précis, très périmètré. Cas d'usage, tu peux définir cas d'usage, parce que c'est vrai que c'est un irritant. Si je fais simple, c'est un irritant, j'aimerais bien que toutes les personnes de l'entreprise aient accès aux données commerciales. Ça peut être un exemple comme ça. Là, en l'occurrence, c'était pour de l'hôtellerie plein air, le commando que j'ai réalisé. En gros, eux, ils voulaient avoir une vision que tous les hôtels plein air qu'ils possèdent puissent avoir une vision comptable de toute l'activité, mais que pour chaque ligne comptable, on puisse après aller dans le détail précisément. Ça a été une mission commando où derrière, on a mis en place justement un tableau de bord, un peu de gestion comptable de l'hôtellerie plein air, enfin des campings en l'occurrence, et derrière on l'a diffusé directement, ça allait très très vite, ça a pris à peu près 15 jours entre le départ du projet et la diffusion. C'est pour ça qu'on appelle ça commando, c'est-à-dire que c'est pas un projet sur 6 mois. Exactement, c'est que ça va vite et tu vois très rapidement où sont les limitations, où sont les problèmes, et en fait ça a permis d'identifier plein de problèmes, mais aussi plein de choses bénéfiques quand même, parce que le but c'est d'avoir un bénéfice. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait une liste de problématiques à régler. Et surtout, derrière, ça a donné un objet qui permet aux équipes d'être un peu plus volontaires avec la data. C'est un peu le problème quand on met en place toute une architecture data, c'est très sous-marin en fait. On voit rien, les équipes métiers ne voient rien.
C'est-à-dire que tu vois de l'argent qui part et tu ne vois rien. Factuellement, tu vois que des pipelines de données, tu vois des Oui, en flux fait, de données. tu es en train de construire le moteur, mais tu vois pas forcément Exactement. à quoi ça va servir. Exactement. Tant que tu n'as pas la carrosserie et le volant, bah, la voiture, elle avance pas. Et donc là, en fait, c'est un peu donner un vélo au client pendant que tu construis la voiture. C'est un peu ça l'objectif du commando. Donc tu parallélises, c'est-à-dire que tu permets au métier déjà de se projeter, c'est-à-dire je vois l'intérêt, je comprends comment ça marche, mais en parallèle, il faut construire le truc qui va être pérenne et qui va aller beaucoup plus loin. Alors justement, pour revenir sur ce truc plus pérenne qui peut aller plus loin, est-ce que Didier, tu peux nous partager comment toi tu l'as abordé en arrivant chez Logitrad, ce sujet data BI, parce qu'on est rentré dans le vif sur se projeter plus loin. Oui, alors on n'a pas fait une mission commando. On est parti, alors on avait déjà des BI, entre guillemets, on avait déjà plusieurs tentatives d'entrepôt de données qui avaient été réalisées par le passé, comme je disais, par des gens qui n'étaient pas forcément des experts ou des experts dans le domaine. On est passé, nous, plutôt par un diagnostic data, avec data consulting d'ailleurs, et on est passé sur un cas concret sur lequel on avance de manière itérative et incrémentale, nous permettant justement de faire un petit cas concret, mais de bout en bout, avec tous les outils de base à mettre en place, de transfert de données, d'intégration, de requêtage, de transformation de la donnée pour la rendre plus accessible, tout le cycle de vie de la donnée jusqu'au bout, mais avec un cas simple. Ouais, okay. Parallèlement à ça, l'objectif c'était aussi de faire monter en compétence les équipes internes, pour que derrière elles puissent être autonomes et avancer sans forcément utiliser la compétence externe pour faire les 1 an, 2 ans, ou je ne sais pas encore exactement combien de temps ça prendra, mais de pouvoir être autonome sur la partie réalisation des flux, on va dire, de données ultérieures. Ouais, ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es capable d'estimer, entre guillemets, enfin, de projeter, alors c'est un peu tôt pour parler de retour sur investissement, mais est-ce que tu es capable de projeter ce que ça va vous apporter, cette démarche-là, concrètement ? Oui, en effet, on a aujourd'hui, on a terminé une partie du flux. On a aujourd'hui, j'en parlais encore ce matin à un membre de mon équipe qui est dans ce sujet-là, qui me disait, en termes de retour, je posais la question justement terrain, il me disait, en termes informatiques, clairement, avant on avait, alors je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais on avait des rapports qui contenaient chacun d'entre eux toute la base de données, donc des rapports énormes. Donc il y a une maintenance à faire sur un rapport, un petit bug à corriger ou autre chose. Il faut passer sur tous les rapports de toute l'entreprise pour corriger la même anomalie. Aujourd'hui, les données sont un peu déplacées, mais donc du coup rationalisées. Et donc quand on a un rapport à corriger, par exemple, on fait une correction sur l'entrepôt de données, on va dire, pour faire simple, et tous les rapports sont corrigés. Alors, rien que ça, en termes de maintenance, c'est des dizaines de jours par an de gains, rien que sur la partie IT, qui est aussi un... Oui, mais c'est un élément, c'est un élément clé. Budget, donc c'est mon budget, mais d'un point de vue métier également, on a des gains qui sont énormes, puisqu'on peut aller plus vite sur le déploiement de nouvelles demandes, et puis derrière, peut-être, si on est suffisamment ambitieux et si on y arrive, de faire du data quelque chose qui peut être utilisé, consommé directement et monté directement par les métiers. Ouais. Alors ça demandera encore un peu de formation. Le fameux self-service. Le self-service. On n'y est pas encore. Mais on y croit. On y croit. On va dire qu'on y croit. Alors, du coup, là, on va accélérer parce qu'on arrive sur la fin de ce DataPéro. J'ai encore des questions là sur les moyens, les compétences et le ROI potentiel. Là, tu nous as déjà apporté pas mal de réponses. Je vous pose la question à tous les deux. Je reviens sur l'ERP dont on parlait tout à l'heure. À quoi sert un outil de BI quand on a déjà un ERP qui propose des rapports ? A, à faire des tableaux et en couleur, donc plus de tableaux et en couleur. B, à croiser des données de l'ERP et d'autres sources internes ou externes. C, à remplacer complètement l'ERP dans les métiers. Le B. C'est B, mais on peut aussi faire des tableaux en couleur. Heureusement. Je dirais que c'est la base. Mais ce sera B. La réponse, ce sera B. C'est exactement ça, c'est la B. Je reviens sur ce sujet de RP. Moi, j'ai encore des entreprises qui sont réticentes et qui disent, moi, j'ai un ERP,
c'est trop d'investissement que de basculer sur un outil qui va me permettre de centraliser les données, d'être indépendant de mes sources de données. Donc aujourd'hui, le RP est une source de données, un fichier d'Excel est une source de données, une donnée d'open data qui vient du web, etc. c'est une source de données. C'est quoi l'intérêt de passer? Est-ce que c'est nécessaire de passer à un entrepôt de données quand on a déjà un ERP qui fait 90% de l'activité d'une boîte? Ou qu'est-ce qui justifierait en fait cette bascule? Moi j'aimerais bien avoir les éléments tangibles en fait. Tu vas en avoir besoin. En fait, dès que tu as besoin de croiser la donnée, tu auras forcément besoin d'un outil. Le RP de base n'est pas fait pour croiser la donnée, n'est pas fait pour faire de la prévision, par exemple, si on veut prévoir les futurs stocks. Alors, il y a des ERP qui ont ça intégré. Ils intègrent des modules. C'est ça. Alors après, encore une fois, tout dépend du volume de l'entreprise, tout dépend de... Enfin, il y a beaucoup de facteurs là-dedans. Pour mieux expliquer, je pense que c'est important de voir l'intérêt de croiser la donnée. Si tu ne vois pas l'intérêt de croiser la donnée, si tu n'as aucun intérêt à croiser la donnée, bon déjà moi j'y crois pas, mais c'est là où c'est compliqué d'ouvrir les horizons de la personne pour se dire si en fait c'est possible, oui on peut croiser la donnée et on peut la croiser notamment avec le CRM. Dans un ERP, t'as pas tout le temps les informations du client par exemple. Et c'est généralement une des premières entrées qu'on a, c'est justement on a un ERP, on a un CRM, on aimerait bien avoir les deux. Ce qui en gros c'est deux mastodontes que tu veux fusionner. Si tu n'as pas d'outils pour faire ça, si tu n'as pas une démarche de rationalisation de la donnée, de centralisation de la donnée à un endroit, ça va être compliqué. Et je reprends l'exemple que j'avais au tout début. Si tu rachètes une entreprise qui a un ERP, tu fais comment? Tu peux pas... Et après, moi, j'ai peut-être une réponse toute simple à ce sujet-là. Et après, je demanderai à Didier de rebondir. Mais quand tu parlais de rachat d'entreprise. En fait, ta richesse, c'est ta donnée. C'est pas ton logiciel. Demain, tu dégages le logiciel pour je ne sais quelle raison. Parce que ça ne va plus avec le fournisseur, parce qu'ils ont augmenté leur prix de manière drastique, que c'est un Américain et donc il commence à... Voilà. Pour plein de raisons. Et là, tu te dis, mince, la donnée, elle est dans le logiciel. Alors que si tu crées un entrepôt de données, que tu structures ta donnée pour répondre à tes besoins d'entreprise, tes sources, tu les enlèves, tu les remets. En fait, tu peux gérer ça de manière indépendante. Pour moi, rien que ça justifie le fait de ne pas tout laisser dans un logiciel ou deux, parce que du coup, on se rend indépendant vis-à-vis des sources. Et ça, pour moi, en tout cas, c'est une vraie motivation. Après, on pourra parler d'historisation, c'est-à-dire que je peux remonter 20 ans en arrière, j'ai changé 3 fois de logiciel, pour autant, la donnée, j'arrive à la suivre dans la durée. En fait, c'est la continuité. Même si j'ai changé de logiciel, voilà. Mais bon, ça, c'est... Mais c'est toujours très compliqué à justifier. Mais c'est plus pour avoir une vision entre guillemets, de l'esprit sur l'intérêt de bascule. Et après, voilà. Après, c'est l'histoire de ROI. Si financièrement, l'investissement est trop important par rapport à ce que ça peut me rapporter à court terme, forcément, je mets le sujet sur la table et que je vais le challenger. Mais c'est sûr. Mais si, vu que on en a parlé au tout début, si tu veux entraîner de l'IA, par exemple, sur tes données, merci pour en la fait, transition. si tu veux la croiser et si tu veux que l'IA ait accès à tout pour avoir une vue complètement d'ensemble de ton entreprise, si tu n'as pas d'entrepôt de données, c'est compliqué, parce que lui, il a besoin de centraliser la donnée, il a besoin que la donnée, elle soit rationalisée. Là, j'ai eu un exemple où là, j'avais un client qui avait un prénom et un nom qui étaient 11 fois le même. Est-ce qu'il y avait une différence ou pas? Est-ce que c'était le même client ou pas? Ça, l'IA, elle ne sait pas gérer ça. Et donc, en fait, tu as besoin forcément d'un aspect métier pour gérer ce genre de problématique. Ouais. Alors justement, merci pour la transition, Pierre, parce que du coup, pour terminer, je voulais parler de l'IA, parce qu'on a parlé beaucoup de BI, etc. Et il y en a certains qui vont dire, oui, ça, on le sait, c'est du vu et revu, on a déjà entendu. Et maintenant, notre sujet, c'est l'IA, on veut parler d'IA. Je voulais rebondir, parce qu'on parle de l'IA à tout va en ce moment. Je sais que chez toi, chez Logitrade, tu as lancé des projets. Déjà, est-ce que tu peux nous en parler et puis nous dire un petit peu ta vision de qu'est-ce que ça nécessite de lancer un projet d'IA dans la boîte? Alors oui, on a démarré avec un projet qui intègre de l'IA. Ouais. Alors, petit spoil pour la fin, l'IA, c'est pas tout. On peut faire beaucoup de choses sans IA. Mais aujourd'hui, on démarre sur de petits projets. On a presque terminé d'ailleurs. On avait fait un POC au départ, et ensuite, quand il s'est avéré que c'était utile et que ça a ramené un gros ROI, on a commencé par l'IA sur ce qui se fait beaucoup, c'est sur de sérialisation, c'est-à-dire de la reconnaissance de caractères sur des devis, des factures, etc. Pour faire du contrôle de factures, pour demain transformer des devis en commandes de manière automatique.
pour éviter en fait toutes ces tâches qui sont un peu rébarbatives et sans forte valeur ajoutée pour l'entreprise. Mais je dirais associé à ça, de la robotisation des processus, c'est-à-dire robotiser ce qui est fait aujourd'hui par des humains, peut clairement parfois être suffisant, plutôt que demander à une IA de faire ce type de travail. Donc pour moi, il faut pas seulement mettre de l'IA, se connecter à un entrepôt de données, dire trouve-moi le client qui a le plus de chiffre d'affaires, etc. et taper un prompt pour faire ça. Dans tous les cas, ça ne marchera pas si la donnée n'est pas structurée. Et je pense qu'avec une simple requête, ou alors peut-être demander à l'IA de nous aider à créer cette requête et de la stocker, ce sera plus avantageux et plus performant. Oui, le message, c'est plutôt que d'utiliser un bazooka pour tuer une mouche, des fois... C'est ça. Voilà. C'est souvent ce que de ce que j'ai pu voir aussi dans mes expériences passées, récentes, c'est le dirigeant qui... Je veux de l'IA parce que ça se fait, et mon copain qui a une autre entreprise le fait aussi, donc j'en veux aussi. Et en fait, on veut de l'IA, mais au final, pourquoi faire Donc je pense qu'il y a quand même... On est encore dans une ère... Peut-être que demain ça changera, mais dans une ère où il faut pouvoir jauger, je pense. Ouais, ok, clair. Et toi, Pierre, tu fais quoi? Quel lien avec la structuration des données, justement tu le sais, nous, on a créé en plus une BU dédiée à l'IA générative, donc nous, on y croit. Oui. On y croit, mais sur des bases saines liées à la data. Justement, toi, c'est quoi tes retours là-dessus Je suis extrêmement d'accord avec le fait de ne pas prendre un bazooka pour tuer une mouche, clairement. Ouais. Par contre, ça a ouvert plein de nouvelles choses, plein de nouvelles opportunités, et surtout plein de données qui n'existaient pas auparavant. Exemple ultra concret, je reprends ma centrale d'achat, les restaurateurs, quand ils reçoivent des factures, c'est du papier. Et ils le prennent en photo avec le téléphone et ils le mettent sur l'ERP. C'est un ERP, oui. C'est un PDF, quoi. Ou même, ça peut être un JPEG, un PDF, un PNG, peu importe, c'est une image qui est absolument pas exploitable, c'est pas de la donnée en soi, alors c'est de la donnée réellement, mais qui est pas dans une base de données propre et tout ça. Là, l'IA, par exemple, nous, ce qu'on a mis en place, c'est un peu de l'OCR aussi, on va prendre la facture et on va sortir le montant, les articles, etc. Ça, c'était la première étape. Donc déjà, ça, c'était révolutionnaire, parce que tu prends une photo, et ça te remplit automatiquement ton ERP. Je pense que c'est le rêve de beaucoup de commerciaux, beaucoup de personnes opérationnelles en tout cas, de prendre une photo d'un document et que ça se remplisse tout seul. Une fois qu'on a fait ça, forcément tous les fournisseurs, ils ont des noms différents pour les produits. C'est-à-dire qu'un kilo de patates de tel type, tu auras un SKU, enfin un nom, un numéro d'article précis pour un fournisseur, et l'autre, il va appeler ça 1 kilo de patates Agria 2.5, enfin des choses... Et en fait, l'IA nous a permis de rapprocher justement ces produits, et donc de pouvoir créer une hiérarchie des produits entre... Il y a une cinquantaine de fournisseurs, donc on est arrivé à trouver un produit référent justement pour dire, ça c'est le kilo de patates. Peu importe le code article qu'il a, peu importe les noms qu'il a, ça, l'IA nous a permis de faire ça. Donc... forcément, tout d'un coup, ça crée de la donnée, ça génère de la donnée qui est super utile, qui permet justement de voir des nouvelles choses dont on ne pouvait pas imaginer que c'était faisable auparavant. Super, merci pour ces éléments. Alors j'aurais bien aimé continuer cette discussion, mais là je sais qu'on a déjà dépassé le timing. Peut-être pour conclure cet échange, est-ce que vous aimeriez passer quelques messages ou quelques conseils à notre audience autour de cette thématique de comment mieux piloter avec ces données, comment mieux l'exploiter, comment mieux la structurer? Moi, j'aurais une simple phrase, avant de partir dans des projets qui seraient de l'IA ou autre chose, structurez vos données. Clairement, structurez vos données, mettez-les en forme, que ce soit dans des outils X ou Y, peu importe, BI ou autre chose. Structurez la donnée parce que l'IA de demain, parce que je pense qu'on va tous y aller à un moment donné, l'IA de demain, si elle attaque des données non structurées, non hiérarchisé, formaté de la bonne manière, garbage in, garbage out, comme on dit, c'est-à-dire on rentre de la poubelle, on va dire, on sort de la poubelle. Des choses sales en entrée, ça ressort. Ça ressort sale, voire encore pire. Voire plus sale, puisque ça a été démultiplié automatiquement. Donc clairement, la structuration de la donnée est extrêmement importante, que ce soit pour la BI ou d'une autre manière avec des fichiers Excel ou autre, mais structurée. Ok, merci Didier. Moi, je vais prêcher un peu pour ma paroisse. Je vais vous conseiller justement de se faire accompagner en fait au tout début, sur les tout premiers instants, pour avoir une feuille de route, pour avoir des bonnes pratiques, pour avoir justement une belle vision.
à venir. Faites-vous accompagner, alors soit par nous, soit par quelqu'un d'autre, hein, sur le coup, plutôt par nous, idéalement. On sera pas de part. Mais c'est hyper important, ne serait-ce que pour gagner du temps. C'est vraiment, il y a du gain de temps immense d'aller voir quelqu'un, dire ok, qu'est-ce que tu me conseilles? En fait, de vraiment se faire conseiller, ne serait-ce que pour accélérer. En fait, juste pour aller beaucoup plus vite, on peut économiser bien 1 an, 2 ans d'essais, d'erreurs, on a recruté un alternant, il a fait un data warehouse, enfin je l'ai entendu beaucoup trop de fois cette phrase. Ouais, on a eu beaucoup d'exemples. Oui. Ouais. Et des choses qui après cassent et ça marche plus. Ah oui, mais ça on sait plus où c'est. Voilà. C'est hyper important d'avoir des personnes pour vous accompagner au tout début. Et après, derrière, le but, c'est de faire monter en compétence ces équipes pour arriver à l'indépendance. C'est aussi très important. Le but, c'est pas de se marier avec des entreprises, c'est vraiment d'accélérer au tout début. Ouais, et puis moi, j'inviterais quelque part tout le monde à se poser la question, est-ce que quand je fais une maison, je lancerai un maçon en totale autonomie sans avoir demandé à un archi de faire des plans, etc. et dire, ben vas-y, construis la maison, on verra bien. Prions. Si ça va arriver, on arrive à la faire hors dehors d'air, je pense qu'on est tous à se dire, non, j'aurais trop peur qu'elle se casse la gueule. Bon, bah c'est un petit peu la même chose avec les Exactement. données. C'est ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. On vient de terminer ce Datapéro. Prochain Datapéro, on vous partagera le sujet dès qu'il sera disponible. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour bénéficier de tous nos contenus. Et bonne journée et bon apéro si vous allez passer à table. Allez, merci, au revoir.